Donc, égalité et parité de sexe, c'est le sujet qui m'a été donné. Et je voudrais remplacer dans ce texte un mot, celui de sexe, et le remplacer par celui de genre. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Et je voudrais y ajouter double point, la démocratie inachevée. S'il est vrai que les termes sexe et genre sont souvent utilisés comme des synonymes, il faut noter quand même une différence de sens. Sexe est une notion biologique et que personne, je pense, n'a jamais réclamé l'égalité biologique des sexes. Contrairement au sexe biologique, qui est en principe stable, le genre est la construction sociale des rapports entre les hommes et les femmes, et ce rapport, contrairement au sexe, change au cours des temps, des périodes, des contextes géographiques, religieux, culturels et autres. Notons encore que le genre est un système de classification binaire, puisqu'il est question de division, et hiérarchisé, distinguant le masculin du féminin, ainsi que les rôles sociaux et les valeurs qui sont assignées aux représentants des deux sexes, aux deux genres. Dans ce système de classification binaire, l'actif est considéré comme masculin et donc valorisé, les femmes étant considérées par opposition comme passives, alors que dans la pensée bouddhiste, par exemple, l'appréciation des deux valeurs est inversée. Quelle que soit la valeur, quelle que soit la vérité à ce sujet, l'égalité suppose que le modèle de performance forgé par une longue tradition masculine, pour ne pas dire machiste, est à revoir. Égalité ne signifie pas identité, mais égale valeur des différences, tant en ce qui concerne la biologie, mais aussi la répartition des rôles, c'est-à-dire la ségrégation de la nature du travail, la rémunération des tâches et le partage des responsabilités privées et publiques. Je vous donnerai peut-être deux exemples pour illustrer la discrimination des femmes, qu'elle existe bien encore, pour ceux qui en douteraient. Une femme, Rosalind Franklin, a découvert en 1920 la structure de l'ADN grâce au rayon X, mais ce sont trois hommes qui ont eu le prix Nobel pour ces résultats. Marie Curie, la première femme en France à obtenir un doctorat et ces sciences, est aussi la seule femme à avoir jamais obtenu deux prix Nobel dans des disciplines différentes. Le premier, obtenu en physique, qu'elle a partagé avec son mari et Henri Becquerel en 1903. Le deuxième, en chimie, en 1911, qui lui a été attribué seul, parce que, sûrement, et c'est une supposition de ma part, elle ne pouvait plus être suspectée d'avoir été l'assistante de son mari, décédé entre-temps. Elle était aussi la première femme professeure titulaire à l'université de la Sorbonne. Je voudrais vous montrer comme illustration dans le domaine culturel un extrait d'une vidéo, mais si vous le permettez, on va le faire à la fin de mes remarques. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir le temps, le cas échéant, on va le faire pendant la pause café. Parce qu'il manque ici, évidemment, le domaine culturel. Alors, en 1892, Jeanne Chauvin, première femme à être docteur en droit, voulait devenir avocate. On lui refuse l'inscription au barreau en lui opposant son manque de force physique et le risque de manipulation et de séduction qu'elle ferait connaître à ses collègues. Vous voyez, tous les arguments étaient bons. En écrivant cela, ou en y pensant, je pense à mes propres problèmes discriminatoires que j'ai vécus.
Et le premier qui m'est revenu à la mémoire était celui quand j'avais 8 ou 9 ans, une petite enfant, une enfant pieuse et sage qui voulait devenir enfant de cœur, c'est-à-dire servir la messe. Or, à ce moment-là, du moins, l'Église catholique ne permettait pas l'accession des filles à ce service important et on m'a tout simplement dit, c'est pas possible. C'est une chose qui m'a déjà troublée à cet instant et qui a sûrement aussi été un des motifs pourquoi j'ai pris mes distances à cette religion qui me rejetait en tant que petite fille. Aujourd'hui même, en tant qu'avocate, j'ai eu un problème similaire à celui de Jeanne Chauvin en 1892. J'étais assermentée en 1982 et j'ai eu un incident similaire. J'avais une carte de visite, parce qu'il fallait les distribuer au greffier, au président, etc., accompagné par le bâtonnier de l'ordre. Je donne ma carte et le président du tribunal me répond « Madame R, le mot avocat, ça n'existe pas. » C'est-à-dire, c'était dire « Non, vous, en tant que femme, en tant que professionnelle, ça ne vous intéresse pas, vous êtes à part. » Et j'ai trouvé aujourd'hui sur Internet une information de mon ex-collègue français, le défenseur des droits français, qui aujourd'hui a publié « Les avocates ont une discrimination, les avocates ont du mal à se défendre. » Non pas à défendre leurs clients, mais à se défendre en tant que professionnel du droit. Je ne vais pas vous le lire, mais je pourrais le faire en entier en tout cas. 72%, c'est le médiateur, c'est le défenseur des droits qui le dit, 72% des avocats interrogés aujourd'hui déclarent avoir été témoins de discrimination, c'est ce que j'appelle sexiste, et 53% d'entre elles affirment en avoir été victimes au moins une fois au cours des 5 dernières années. Le comble, c'est que moins de 6% de ces victimes ont entamé des démarches formelles pour faire valoir leurs droits, l'inutilité d'un recours, l'insuffisance des preuves et la peur des représailles ont fait peur même aux juristes formés à la défense des droits des autres. Donc, quand on parle de discrimination, elles ont toujours existé à l'égard des femmes, pas seulement, mais elles continuent à l'être. Quelque peu après avoir été assermentée comme avocate, j'ai été élue et j'ai eu le même type d'incident, l'assermentation en tant que députée. J'étais la seule femme dans un groupe de 19 et il était à ce moment-là même encore impossible d'ajouter un petit E au titre de député, mais bon, ça s'est arrangé. Curieusement, et c'est vous montrer que ce n'est pas des inventions, ces faits et gestes que je vous dis. J'étais un peu plus tard supposée être ministre de la Santé, mais comme je ne connaissais rien à la santé, j'ai préféré être secrétaire d'État aux affaires étrangères et européennes, qui est ma spécialisation en droit, ainsi qu'à la coopération. Pour la secrétaire d'État, curieusement, il n'y avait pas de problème. Probablement par le fait qu'être secrétaire ou devenir secrétaire était usuel pour une femme et que donc la féminisation de ce titre, alors qu'il est assimilable pratiquement à celui de ministre, ne posait pas de problème. La féminisation des titres est une histoire de culture aussi, c'est pour cela que les femmes doivent, à mon avis, à juste titre, insister pour avoir droit à la forme féminine de leur profession. Il existe un cas, c'est la métaphore des lunettes de genre. C'est-à-dire, quand on n'est pas confronté soi-même à des discriminations ou à des traitements inégaux, il est difficile de voir ce qui se passe dans la réalité. Mais une fois qu'on a mis des lunettes de genre et qu'on fait attention au comportement des uns et des unes et des autres, on se rend compte que même aujourd'hui, il existe encore des inégalités incontestables.
alors qu'il n'y a aucune raison que les femmes soient sous-représentées dans quelque fonction que ce soit, parce qu'entre-temps, elles ne sont pas seulement aussi bien formées que les hommes, mais souvent mieux même, et que l'humanité ne devrait en fait pas se permettre le luxe de se passer des talents et de l'expérience de vie différentes des femmes pour réaliser une politique plus juste et respectueuse des besoins de toute la population. Bon, nous savons que ce n'est pas encore réalisé, mais c'est un travail en progression qui a été avancé par une convention internationale, par la convention du CEDAW de l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, qui définit la discrimination, la distinction. Je vous fais grâce de ces définitions, qui reviendrai quand même à la fin de mon discours pour vous dire les conclusions que ce comité CEDAW a formulées à la présentation du rapport national de la Roumanie qui a eu lieu l'année dernière et où le bilan, finalement, même s'il n'était pas exempt de faiblesse, a quand même été globalement positif. En parlant d'égalité, on parle aussi d'égalité en politique et on parlera évidemment de lois électorales, de règles de fonctionnement des partis politiques, mais pas seulement. Il faudra aussi parler de faits sociaux et autres pour que la participation des femmes à la vie politique ne soit non seulement parachevée, mais qu'elle soit rendue possible après l'achèvement de quelques conditions de base. Les conditions de base sont, par exemple, que les femmes ne doivent pas plus être seules à faire le travail gratuit, domestique et éducatif à la maison, parce que leur indépendance financière ne va pas favoriser leur situation en politique. Il n'est pas évident d'ailleurs que les femmes, même si elles continuent à faire les 2/3, voire les 3/4 du travail non payé, même quand elles ont un travail rémunéré, ne sont propriétaires que d'une partie infime de la richesse du monde, c'est-à-dire 3% environ. Donc, ce n'est pas parce qu'elles ne méritent pas d'eux, mais c'est parce que l'inégalité existe et que c'est le résultat de ceci. La famille, finalement, est un frein à l'entrée en politique pour les femmes qu'il faut surmonter, alors que cette difficulté de faciliter la gestion du temps des mères et des personnes ayant en charge des personnes dépendantes est en fait accomplie par les femmes. Pourquoi est-ce qu'il est important que les femmes participent au même titre? La réponse est que les femmes comptent autant que les hommes. Leur différence et leur savoir-faire est différent et qu'il est normal de compléter les capacités des hommes par celles des femmes pour une participation paritaire qui permettra non seulement la mixité de la politique, mais aussi le renouvellement de la démocratie et le renouvellement ou la réécriture peut-être de l'histoire. Si vous permettez un jeu de mots, l'histoire est actuellement essentiellement celle des hommes, c'est-à-dire his story. Elle doit devenir demain aussi her story pour réaliser que chacun des deux sexes doit pouvoir tour à tour être gouvernant et gouverné. Est-ce qu'on se rend compte quand on apprend l'histoire que l'histoire officielle telle qu'elle existe raconte l'histoire des guerres, des successions de rois, etc., mais s'occupe très peu de la part que les femmes impliquent dans l'histoire. Et pourtant, déjà au XVIe siècle, le philosophe Michel de Montaigne était d'avis que les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont des hommes qui les ont faites sans elles. Personnellement, je signerai cette déclaration vieille de 200 ans, volontiers encore aujourd'hui. En 1790, et je vous cite les hommes évidemment,
pour vous montrer que ce n'est pas une opinion seulement de femmes, Nicolas de Condorcet a formulé la nécessaire admission des femmes au droit de cité dans ces termes. Pourquoi des êtres exposés à des grossesses et à des indispositions passagères ne pourraient-ils exercer des droits dont on n'a jamais imaginé, priver des gens qui ont la goutte tous les hivers et qui s'enrhument aisément? Et Charles Fourier, pour une dernière citation, à la fin du XVIIIe siècle déjà écrit que partout où l'homme dégrade la femme, il se dégrade lui-même. Je me permettrai de citer, je me suis permise de citer cette déclaration pour voir que l'opinion que je défends à cette table ici a déjà été défendue par des hommes il y a 3 siècles, et pourtant la réalité est loin d'avoir changé. Le droit de vote a été accordé, le droit de vote aux femmes a été conquis au XXe siècle. Pour le Luxembourg, c'était en 1929, en Roumanie en 1948. Ce droit de vote, ce droit dit de vote, était en fait le droit seulement de voter, mais non pas d'être élu. Donc, le droit de vote était incomplet puisqu'il ne donnait pas la possibilité de voter pour des femmes. C'est la raison pour laquelle on contrôle aujourd'hui par des instances internationales l'évolution de la participation des femmes dans les parlements du monde. Et c'est ce classement de l'Union interparlementaire qui, tous les ans, tient à jour le classement de l'égalité des démocraties. Et les premiers pays dans ce classement sont le Rwanda, avec 56% de femmes élues, avec la Bolivie 53%, Namibie, Nicaragua, Costa Rica, avant les perpétuels, pour ainsi dire, premiers d'antan, c'est-à-dire les pays scandinaves, notamment la Suède et la Finlande. Dans ce classement, la France tient la 15e, les Pays-Bas la 27e, la Roumanie la 92e place avec un pourcentage de 20,6% de femmes élues, ce qui constitue une progression sensible ces dernières années. Il y a cependant lieu de conclure que le Luxembourg, 53e, et la Roumanie, le pays dans lequel je parle, sont 2 pays qui figurent dans la rubrique des pays qui pourraient ou devraient faire mieux. Je ne donne donc pas des bulletins, des classes, j'inclus mon propre pays dans lequel je me bats pour une parité améliorée depuis quelque temps dans ces conclusions. On pourrait en conclure qu'il en est des élections et de la parité des femmes en politique comme de la grammaire française, c'est-à-dire le masculin l'emporte toujours sur le féminin quand les deux sont mentionnés. Venons rapidement, et je vais juste énumérer les éléments, à l'analyse des systèmes qui conditionnent l'accès des femmes aux responsabilités politiques, à savoir le système électoral. Il est clair, entre-temps, ou il semble du moins établi, que c'est le système proportionnel qui est le plus favorable à une représentation large, c'est-à-dire non seulement des femmes, mais aussi des jeunes, par exemple, en politique. Et pourquoi? Parce que le système proportionnel combiné à celui des quotas est le plus favorable au renouvellement des candidatures dans une démocratie. Notons qu'il existe d'autres quotas qui n'ont jamais posé problème dans les systèmes électoraux. Par exemple, les circonscriptions régionales sont des quotas. Personne n'a jamais contesté qu'il était logique de partager un pays en circonscription électorale sans que cela ne pose de problème. Mais quand il était question de quotas pour les femmes, on disait que c'était contraire au principe de l'égalité et autres, de sorte que une convention, la déclaration, de sorte que qu'on a dû faire une déclaration sur les principes d'une bonne stratégie électorale pour dire que s'il y a des quotas légaux, il n'y a pas de problème si on le précise dans les constitutions. Les quotas, il faut le dire, et je me limiterai aussi à une phrase, il y a les quotas de moyens, c'est ceux qui sont appliqués en Europe en général,
et il y a des quotas de résultats. Ce n'est pas un hasard que les premiers pays, dont le Rwanda, le Nicaragua et d'autres que je viens de citer il y a quelques instants, ont des quotas de résultats, c'est-à-dire indépendamment du vote rapporté par les candidats sur les listes paritaires, le résultat sera au moins la moitié et le cas échéant plus de la moitié. On peut saluer les résultats que cela amène, on pourrait aussi contester la légalité de ce système à la longue à partir du moment où la représentation est plus ou moins équilibrée. Le code de bonne conduite en matière électorale, je viens d'en parler et je n'ai pas le temps d'y revenir. Je voudrais cependant vous rendre attentif à un livre qui a été écrit sur le sujet de l'égalité des femmes en politique par Mme Marlène Schiappa, qui est l'actuelle ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes en France, et qui parle du phénomène de la discrimination des femmes en politique, plus précisément, non pas seulement d'un point de vue philosophique ou social, mais en parlant de sa propre expérience et qui rejoint aussi la mienne. Et pour ceux et celles que ce sujet intéresse, je vous recommande ce livre parce que ce n'est pas une étude théorique, c'est une expérience pratique qui est complétée par son expérience de la vie politique en tant que femme minoritaire dans un groupe, et qui dit, son livre fait des propositions intéressantes, comme par exemple la nécessité d'une prise de parole paritaire à l'intérieur des partis politiques. Une prise de parole paritaire, même dans les identités. De la formation à prendre la parole en public, ce qui est peut-être plus difficile pour les femmes qui n'ont pas été entraînées à la plaidoirie, et aussi l'intérêt, et là j'ai vraiment rigolé intérieurement, de prémunir les femmes contre la présomption non pas d'innocence, mais d'incompétence. Je trouve que les mots et l'expérience pratique de cette femme politique française peut être utile à tous ceux qui cherchent à mieux défendre la place des femmes en politique. Quant aux quotas, ils sont indispensables pour une période transitoire, mais ils sont aussi d'un autre côté insuffisants. Parce que les quotas, avoir 50% des femmes sur les listes électorales et les mettre en fin de liste, cela ne va pas le faire. Hein, parce que le réflexe des gens est de commencer à jeter en haut, et si on arrive au milieu et on n'a plus de voix, il est donc important qu'il y ait un placement alternatif des candidats et des candidates sur les listes électorales. Et, à mon avis, et ça je l'ai lu encore partout, mais je vous le dis de mon expérience personnelle, il faut limiter les mandats successifs non limités des parlementaires, des ex-parlementaires, parce que ces mandats interminables, pour ne pas dire perpétuels, empêchent l'élection de candidats nouveaux parmi lesquels les femmes. Je ne vous cacherai pas que mon expérience personnelle me prouve la nécessité de ce faire. J'étais élue en 1984 et de ces collègues qui ont été élus absolument en 1984, il y en a encore 5 qui vont se représenter cette année, et contre lesquels, évidemment, le président de la jeunesse socialiste et la présidente des femmes socialistes, ou qui que ce soit d'autre comme speakerine ou comme autre professionnel, n'ont aucune chance d'être élus. Et c'est pour ça que j'estime qu'il est nécessaire de limiter le nombre de mandats, du même mandat successif. C'est-à-dire de permettre peut-être un retour des élus après une certaine période, et qu'il faut aussi, à mon avis, et je serais moins fière de le dire chez moi, interdire la combinaison des mandats locaux, régionaux avec les mandats nationaux. J'ai eu la joie cette semaine dernière, de lire dans un journal qu'un député maire ne va pas se représenter aux élections nationales parce qu'il trouve qu'en raison de son mandat national,
il n'a pas pu continuer son mandat local comme il avait eu l'habitude de le faire auparavant, et qu'ayant le choix entre les deux, bien que le national soit mieux payé, il allait renoncer à se représenter au national. Je trouve cette position respectable et je pense que si elle se passe en pratique, on peut aussi en parler, on devrait aussi pouvoir en parler entre nous. Je suggérerais de mon expérience personnelle 2 autres éléments pour favoriser l'élection des femmes. C'est automatiquement, c'est-à-dire des doubles têtes de liste dans les listes électorales et aussi pour les listes à l'intérieur du parti, pour que les femmes deviennent visibles, et elles ne seront élues que quand elles auront été visibles. La même chose compte évidemment pour les hommes, et les partis qui veulent renouveler leur personnel politique feraient bien de mettre 2 têtes de liste, un homme et une femme, et s'ils pouvaient être des jeunes, je crois que ça serait une publicité qui serait en fin de compte très utile. Finalement, je voudrais, pour justifier mon argumentation, vous rendre attentif à un rapport de la Commission de Venise sur les limitations du nombre de mandats. Pour l'instant, l'analyse s'est limitée au mandat de président, et la Commission de Venise est venue à la conclusion que le fait de se représenter toujours au même poste de président n'est pas un droit humain, et que donc les limitations de nombre de mandats étaient idéologiques. Je dois arriver à la fin pour dire qu'il y a, à part les éléments politiques, de la vie politique que je viens d'énumérer, des préconditions nécessaires pour l'accès des femmes à l'élection, c'est-à-dire que des femmes qui ne contrôlent pas leur fertilité, c'est-à-dire qui ne connaissent pas la contraception, qui ne peuvent pas recourir à l'avortement, auront toutes les difficultés du monde à faire confiance. Il faudra aussi l'éradication de la violence, plus particulièrement de la violence domestique, pour faciliter l'accès des femmes, ainsi que l'égalité de salaire pour un travail de même valeur et évidemment le partage du travail non rémunéré. Le congé parental tel qu'il est pratiqué dans les pays nordiques est un congé parental partagé et bien payé, ce qui fait que la loi n'est pas seulement écrite sur le papier, mais qu'elle est appliquée dans la pratique, et que par le fait d'assumer la responsabilité parentale, les hommes comprennent que l'égalité passe aussi par un partage de ce genre de travail, et qui inclut évidemment le travail domestique et ménager. Des régimes d'assurance vieillesse équitables sont une des conditions aussi, parce que si les femmes qui ne travaillent pas contre de l'argent sont démunies dans leur vieillesse parce qu'ils n'ont pas de système d'assurance pension, il est illogique de les laisser sans protection, et il faudra, à mon avis, que les droits à pension d'assurance vieillesse soient partagés quand un membre de la communauté domestique a été seul à assumer la partie non rémunérée. Finalement, le dernier élément nécessaire, précondition pour l'élection de femmes, c'est l'imposition individuelle des membres d'une communauté domestique pour éviter que les hommes ne profitent de l'imposition collective pour ne pas devoir engager une aide pour tenir leur ménage, et que cette aide gratuite se retrouve sans assurance vieillesse. Bref, l'éradication de la violence domestique, et je n'y viendrai pas, est essentielle, et c'est une des conclusions qui a été faite par le comité de la Convention du Sénat pour la Roumanie, qui est une des conclusions concernant le rapport roumain. Et le comité a félicité la Roumanie d'avoir amélioré sa conscience de l'importance de la violence domestique et des lois sur la traite des êtres humains, et ratifié la Convention d'Istanbul, qui est celle basée sur la discrimination des femmes, et de la promotion de l'égalité.
et créer un comité interministériel sur la violence conjugale et d'avoir développé une stratégie et un plan d'action pour l'égalité contre la violence domestique. La Roumanie semble partant sur la bonne voie. Il reste cependant des insatisfactions relativement notamment aux structures d'accueil pour les femmes victimes de violences dans les parties excentrées du pays. Je voudrais terminer cette discussion en citant deux pays exemplaires en matière d'égalité, et ce ne sont pas le Rwanda qui est le premier actuellement, mais ce sont deux pays européens du genre scandinave, à savoir plus précisément l'Islande et la Suède. L'Islande, parce qu'elle vient de développer, après des études qui ont duré pendant des années, un système pour calculer exactement quel est un salaire égal pour un travail de valeur égale. Je crois que ce système devrait être exporté, voire vendu à tous les pays européens, parce qu'il a coûté beaucoup d'argent et il pourrait aider à résoudre beaucoup de discussions, parce que évidemment ce n'est pas évident de dire tel travail est égal à tel autre d'une nature apparemment différente. La Suède, finalement, un pays dont le Premier ministre se déclare le chef d'un gouvernement féministe, qui remplit toutes les conditions dont j'ai parlé et que je ne vais pas répéter, mais je vais juste ajouter un élément, à savoir le plan d'égalité des sexes au Parlement, avec un système qui me fait rêver, à savoir de garde d'enfants, des horaires fixes des séances publiques, d'une semaine par mois sans séance plénière, un plan d'égalité de salaire avec un système de suivi des objectifs d'égalité entre les sexes internes au Parlement. Je tiens à remercier pour ces précisions l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et la rapporteure Elena Centenero, qui a, dans un rapport récent à l'Assemblée parlementaire, détaillé l'égalité dans les pays du monde, et je lui ai emprunté l'exemple de la Suède pour avoir au moins une chose positive à dire sur un état de fait en matière d'égalité qui est beaucoup moins rose que la situation en Suède. Merci beaucoup de votre attention.